n'était pas sismique va devenir sismique. Par exemple, la ville de Lyon, qui n'était pas sismique, devient sismique. La région de Marseille, qui n'était pas, le devient. Et pour pour la zone 2, qui est la zone la plus faible, et pour les bâtiments courants, on ne fait rien. C'est-à-dire l'administration n'a pas jugé utile d'obliger Priorité à faire des calculs, parce que les dispositions couramment adoptées lorsqu'on fait une bonne conception vis-à-vis du vent, des tempêtes de vent, et lorsque l'exécution est également conforme au plan, les risques sont très faibles. Je vais passer là-dessus. Ça, c'est précisément les détails des arrêtés et décrets. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, il y a aussi dans l'arrêté deux choses nouvelles. Il y a le renforcement du bâti ancien. Alors ça, c'est un challenge. C'est un problème extrêmement dur à traiter, parce qu'on ne peut pas obliger les personnes du jour au lendemain à renforcer leur bâtiment qui n'a pas été conçu au séisme. Et si vous prenez, mettons, la ville de Nice, sur la Côte d'Azur, en gros, je peux vous dire qu'il y a plus de la moitié, ou sinon les 2/3 des bâtiments qui n'ont jamais été conçus au séisme. Pour la bonne raison que les normes sismiques ont commencé à être appliquées pour les gratte-ciels des écoles à partir des années 80 et pour le reste à partir de l'arrêté du 29 mai 97. 29 mai 97. Donc c'est extrêmement récent. Alors que faire de tous ces anciens bâtiments? On peut aussi se poser une question philosophique. Pourquoi aujourd'hui, moi j'achète un appartement dans un immeuble qui a été construit il y a 5 ans, donc je suis protégé au séisme, et pourquoi mon voisin qui habite à 100 mètres, lui, dans un immeuble qui ne l'est pas? Donc on peut se poser des tas de questions d'ordre philosophique là-dessus. Le problème, c'est savoir qui va payer. Alors qu'a fait l'administration? Eh bien l'administration va chercher à demander de rendre conforme aux normes sismiques les personnes qui vont avoir, entre guillemets, une carotte. C'est-à-dire, si vous augmentez ce qu'on appelle la chône, c'est-à-dire la surface hors œuvre d'un plancher, donc vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous augmentez la surface d'un plancher, donc vous gagnez des mètres carrés ont de la valeur, et en échange de cela, on vous demande de rendre parasismique le bâtiment, c'est-à-dire le rendre conforme à la norme parasismique. Donc, vous voyez, ce n'est pas une obligation pour tout le monde, c'est à partir du moment où vous faites des gros travaux en d'autres termes. Alors ça, c'est pour les structures, c'est-à-dire le béton, la charpente. Mais il y a également dans l'arrêté quelque chose pour ce qu'on appelle les éléments secondaires, les structures secondaires, comme les cloisons, les pierres agrafées sur les façades, les cheminées de maisons. Si vous prenez, mettons, l'exemple de séisme d'Annecy, qui a eu lieu il y a 6-7 ans, heureusement, il a eu la bonne idée que ce séisme se produit le 14 juillet, mais à 2 h du matin, donc la plupart des gens étaient rentrés chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a relativement peu d'immeubles qui se sont effondrés, mais par contre, il y a plus de 600 cheminées de maisons individuelles, qui sont tombées sur les voitures dans les rues étroites d'Annecy et qui ont absolument aplati énormément de voitures. Donc c'est ce qu'on appelle des éléments secondaires, mais qui peuvent faire énormément de dégâts. Donc là également, l'arrêté prévoit que si vous faites des transformations dans une façade, par exemple, eh bien, vous devez la rendre conforme à la norme. Alors au niveau conception des bâtiments, bon, il ne faut pas croire qu'on fait des choses qui sont laides pour être conforme au bâtiment, ce n'est pas du tout vrai. Ici, il y a 2 images. À droite, vous voyez une hutte, et par conséquent, si cette hutte tombe à cause d'un séisme, eh bien, elle va tuer peut-être au maximum 2 personnes, alors que l'urbanisation, pour le même séisme, va vous donner un grand nombre de victimes. Ça, sur le plan historique, c'est le premier sismographe en Chine, de Zhangcheng. En fait, c'est un vase, et au sommet du vase, il y a une boule, et lorsque ce vase est agité par le séisme, eh bien, la boule va tomber sur la tête des grenouilles qui sont autour, donc ce qui va donner également l'orientation du séisme. Bon, ça c'est pour l'anecdote, ça c'est les personnes historiquement connues qui ont parlé des séismes au travers de l'histoire. Ça c'est une petite statistique que j'avais faite. Entre 1976 et 1997, il y a eu dans le monde à peu près 1/3 de million, 340 000 morts.
En coût, ça a coûté 185 milliards de dollars, et parmi lesquels l'assurance n'a même pas payé 10%. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un séisme, c'est toujours des morts, des victimes, et quand on construit une maison, il ne faut pas chipoter pour ajouter 1% du coût, parce qu'on sauve des vies humaines, et moi, je ne sais pas calculer le coût d'une vie humaine. Donc ça, c'est les incendies, comme je vous l'ai dit, après chaque séisme. On ne sait pas prédire des séismes, ça on l'a dit. Et bon, ça, c'est des images japonaises pour vous montrer que le séisme, c'est une force de la nature. Et vous voyez autour de cette légende, donc il y a un poisson qui a une queue extrêmement puissante, qui provoque le séisme dans la légende japonaise. Vous voyez ici les notables de la ville qui s'agenouillent. Ceci veut dire qu'on ne peut pas lutter contre un séisme. On ne peut pas lutter contre le séisme. Par contre, on peut faire de la prévention en accompagnant le mouvement sismique, sinon ça donne lieu à ces images affreuses. Alors ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure entre un sol rigide, c'est la première courbe, c'est le mouvement des vibrations dans le sol, et puis ensuite quand on a un sol mou, vous voyez donc que les amplitudes sont beaucoup plus élevées que dans le sol qui est de bonne qualité. Et si vous assistez à des visites après séisme, comme on le fait régulièrement à la RTS, dans tous les séismes, on constate que autour des cours d'eau, par exemple, des terrains meubles en général, les terrains sont récents, sédimentaires, et là vous avez énormément de dégâts, alors que les mêmes constructions parfois assises un peu plus haut au flanc des collines, sur des bons sols, n'ont pas subi de dégâts. Ça c'est le site de Chichi en Asie. Le décalage en hauteur ici, vous ne voyez pas à l'échelle, mais il fait 9 mètres de hauteur. Donc la faille déplacée en hauteur, vous avez environ 9 mètres. Alors ça c'est d'autres failles, vous avez ici 2 mètres, je crois que ça c'est El Astam en Algérie. Ça c'est la faille très connue de San Andrea. Elle est connue parce que c'est pas tellement qu'elle est différente des autres, mais simplement elle est en surface, alors que souvent les failles sont en profondeur, on ne les voit pas à l'œil nu. Alors ça c'est une série d'immeubles de Turquie. Vous ne voyez pas bien là, mais souvent il manque un étage. Il manque un étage parce que au niveau du rez-de-chaussée, il y a ce qu'on appelle une transparence, c'est-à-dire qu'au-dessus vous avez, mettons, des éléments comme des murs, et puis soudainement l'architecte a enlevé les murs et a gardé juste quelques poteaux. Donc ça fait ce qu'on appelle une transparence, et cette différence de raideur, comme on dit, entre la partie supérieure qui est pleine et le bas qui est complètement ouvert, eh bien, provoque énormément de dégâts, et souvent ça conduit à aplatir d'un étage le bâtiment. Ça, c'est sur un dessin élémentaire d'effet du séisme. Donc vous avez un mouvement à partir des fondations, la force de rappel va dans le sens inverse, puis le bâtiment revient à la verticale et va dans l'autre sens, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle des modes propres de vibration, c'est-à-dire comment les bâtiments vibrent en fonction du mouvement sismique, suivant que c'est des bâtiments en poteau-poutre ou des bâtiments avec des murs. Alors les formes qu'il ne faut pas donner aux constructions, vous avez les formes de I ou de L d'équerre en général, c'est des formes qu'il faut essayer d'éviter. De même, lorsque vous avez des saillies, comme ici, elles sont limitées en surface. Donc quand on a des bâtiments comme ceci, mettons en forme de I majuscule, eh bien ce qu'on fait c'est un joint, c'est-à-dire on coupe le bâtiment ici, on garde une épaisseur qui est variable suivant les régions entre 4 et 6 cm, et à ce moment-là, on se ramène à des surfaces qui sont rectangulaires, donc compactes, et ce qui est la forme pour laquelle le séisme, si vous voulez, conduit au minimum de dégâts. Donc vous avez ici à gauche les formes qu'il faut éviter, et à droite, au contraire, ce qui est recommandé. Vous voyez que chaque fois, il y a donc un joint pour isoler les corps, de façon à se ramener chaque fois à des rectangles. Mais les rectangles, ça ne veut pas dire des bâtiments en forme de boîte à chaussures. Vous allez voir quelques images tout à l'heure. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand vous avez un bâtiment en forme d'équerre, eh bien vous avez des amplifications de mouvements aux extrémités ici, qui sont extrêmement dangereuses pour le bâtiment.
Ah, vous les voyez là en vraie grandeur, là c'était un hôpital aux États-Unis. Alors les consoles, les porte-à-faux ne sont pas recommandés, ça c'est une photo que j'ai prise à Nice, c'est le bâtiment administratif de Nice, vous voyez qu'il y a une grosse partie qui est en porte-à-faux, mais ne vous inquiétez pas, il a été étudié et il paraît qu'il résiste très bien. Au niveau de la topographie également, il y a un peu limité dans les pentes, donc on réduit la pente de façon à réduire l'effet des glissements de terrain. Ça, c'est des dispositions qu'on appelle des dispositions constructives, c'est-à-dire si vous avez une maison, mettons des types maison individuelle, eh bien on doit prévoir autour des panneaux ce qu'on appelle des chaînages, c'est-à-dire des potelets en béton armé. Vous en avez un ici, vous en avez toujours aux angles, vous en avez toujours à la périphérie de votre plancher. Et ces dispositions font que le parpaing qui est un peu emprisonné dans ce cadre va résister beaucoup plus parce qu'on va lui conférer ce qu'on appelle une ductilité, c'est-à-dire une capacité à se déformer sans se rompre. C'est un peu l'histoire du chêne et du roseau, le fait de rajouter ce qu'on appelle ces chaînages horizontaux et verticaux vont donner un peu plus de souplesse, un peu de ductilité au bâtiment. Vous le voyez ici sur une vraie image. Donc ça c'est une image au renti avec donc des murs en parpaing et vous voyez en gris les chaînages, c'est-à-dire les poteaux aux angles, aux extrémités et qui encadrent également les grandes ouvertures. Alors ça c'est Kobe en 95, c'est un viaduc principal dans la ville de Kobe qui s'est complètement effondré pour différentes raisons. D'abord il était construit suivant l'ancien code, et également il y avait au niveau des dispositions de ferraillage, il n'y avait pas assez de cadres, c'est-à-dire d'armatures horizontales, parce que le béton subit des déformations importantes, et ce qu'on se doit, c'est on appelle ça un frettage, c'est-à-dire on met un genre de corset tout autour, par des armatures horizontales, de façon à ce qu'on appelle le confiner. Là, il n'y avait pas assez de confinement, et c'est une des raisons. Une autre raison, c'est ce viaduc, de part et d'autre, il y a des immeubles d'habitation. Les gens se plaignaient des vibrations des camions qui passaient dessus. Et donc l'administration a rajouté un peu d'épaisseur d'asphalte pour amortir les chocs. Mais malheureusement, elle a alourdi les tabliers. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les forces sont une masse par une accélération. Donc plus vous augmentez la masse, plus vous augmentez les efforts. Donc par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre une piscine au sommet d'un bâtiment, parce que vous avez une masse en hauteur et vous pouvez devenir. Alors ça c'est un autre viaduc, je passe dessus. Ça c'est Kobe. Alors Kobe, il y a énormément, il y a 6300 morts à Kobe, mais à cause des incendies. Alors ça c'est d'autres effondrements. Tokachi Oki, en 68, c'est toujours des histoires de transparence au niveau du premier étage. Alors il y a également les encorbellements, donc les consoles, vous voyez ici, donc il faut éviter d'avoir des consoles de grande portée. Donc si vous avez des terrasses, des balcons, bon, s'il faut 1,50 m, 2 mètres, ça va, 3 mètres, ça va, il ne faut pas faire des balcons qui font 6-7 mètres de portée, sauf s'il y a une étude qui est détaillée là-dessus. Alors ça c'est au niveau architecture, en façade, ce qu'on cherche, si vous voulez, c'est avoir ce qu'on peut appeler, entre guillemets, pour retenir quelque chose, des poteaux forts, c'est-à-dire des poteaux qui sont importants, et des poutres qui sont plus faibles. Or ici, vous avez exactement l'inverse. Vous avez des allèles en façade qui sont très raides, et donc ça conduit au résultat que vous voyez. Alors de même, les variations très importantes en largeur sont à éviter. Il faut faire ça de manière un peu plus douce. Ça, c'est un immeuble, c'est une mairie à Kobe. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a juste un étage ici qui s'est aplati. Aplati. L'immeuble a disparu. Mais juste un étage, rien d'autre. Et tout le reste est resté intact. Pourquoi? Eh bien, si on regarde ça en détail, vous voyez qu'il y a des poteaux dans l'étage bas qui avaient cette forme, et puis dans l'étage supérieur, ils ont été réduits. Mais brusquement, comme l'indique ici ce schéma. Donc dès qu'il y a une brusque variation, vous avez un peu l'énergie qui va venir se stocker dans cette variation brutale. Donc ce qu'on aurait dû faire, c'est quelque chose d'une pente beaucoup plus douce, donc réduire progressivement la section,
Et le résultat, c'est que cet étage, ici, a complètement disparu, c'est complètement écrasé. Alors ça, c'est les éléments préfabriqués. Bon, il faut faire très attention quand on a des éléments préfa au niveau des jonctions. C'est les ponts. Au droit des joints, on doit prévoir des largeurs de joints assez importantes. Ça arrive très souvent. Ça, c'est pas une rupture, c'est simplement une chute cinématique. Ça, c'est un parking à l'Université de Californie qui avait juste 2 ans d'âge. Malheureusement, il s'est quand même effondré. En façade, fais attention aux éléments plaqués, parce qu'ils peuvent basculer. Et puis les pompiers font partie de la catégorie 4. Donc, vous voyez à quoi ça sert d'avoir des pompiers si les voitures sont écrasées après le séisme. Alors ça, c'est des éléments à l'intérieur d'une installation électrique. Par exemple, en Algérie, le séisme de l'Asna, on ne pouvait plus téléphoner parce que les armoires des centrales téléphoniques sont complètement renversées, tout simplement. Et puis finalement, au niveau exécution, il faut également faire attention. C'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas de liaison entre la partie horizontale et la partie verticale. Les gratte-ciel se comportent très bien, je vais passer très vite dessus. Ça, c'est des immeubles de grande hauteur parfois, et qui se comportent très bien. Je passe très vite pour vous montrer qu'on sait faire de belles choses en architecture, tout en restant conforme aux normes parasismiques. Et je vais terminer par des tours un peu fantaisistes à Dubaï, qui sont conçus au séisme que vous voyez là. Bon, c'est des projets, dont certains sont en cours, d'autres qui sont arrêtés compte tenu de la crise. C'est des ouvrages réels qui devraient se faire. Voilà. Bon, ben, je vais arrêter là, parce que j'ai épuisé mon temps de parole. Très bien, merci. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses, si vous en avez. Bonjour, 2 questions rapides. Premièrement, vous parlez d'un surcoût à la construction d'1%. J'ai toujours entendu parler de 5% en plus. Et j'ai vécu sur la Côte d'Azur avec 2 petits tremblements de terre, comme à Monaco. Et c'était la deuxième question, c'est pourquoi les immeubles de grande hauteur, avec, selon que le séisme est loin ou proche, ne sont pas exposés de la même façon? Est-ce qu'ils sont mieux conçus ou c'est... Voilà. Alors, pour la première question, bon, j'ai lancé 1% tout à l'heure, parce que pour les bâtiments courants, c'est pour ça. Mais vous avez tout à fait raison, on a fait des études avec des entreprises de bureaux d'études. Et si on prend le séisme au niveau de la conception, c'est-à-dire que ça fait au début d'un projet, pas en cours, mais à la fin, au début d'un projet, j'insiste dessus. Le coût, il ne faut pas parler des surcoûts, parce que quand vous chauffez en hiver, on ne dit pas un surcoût, on dit le coût. Le coût de la protection parasismique varie entre 0 et 5% de l'investissement. De l'investissement, pas du lot béton armé, pas de la charpente, par exemple, métallique, du total, de ce que vous payez. Si vous achetez un appartement à 500 000 €, ben, vous payez à peu près entre 0 et 5%. Alors pourquoi cette fourchette? Ça dépend de la hauteur, ça dépend d'un certain nombre de typologies de bâtiments. Si vous avez une tour, voilà, vous allez montrer les tours, par exemple celle-là, en vous, bon, celle-là au séisme, elle ne donne rien du tout, parce que c'est le vent qui va l'emporter. Parce que vous savez qu'on calcule les bâtiments à la fois aux tempêtes et également au séisme. Et parfois, le vent est prédominant. La deuxième question, monsieur, concerne les gratte-ciel. Alors, je voulais montrer un peu sur le dessin, je vais peut-être un peu vite. Si vous voulez, la période de vibration n'est pas la même. Et donc, suivant le mouvement sismique, mais qui varie d'un séisme à l'autre, vous pouvez avoir un séisme qui va amplifier, mettons, tout ce qui est vibration autour de 2 secondes, c'était le cas de Mexico. Et donc là, tous les immeubles qui, malheureusement, ont des périodes de l'ordre de 2 secondes vont être beaucoup plus excités par le séisme, puisque lui-même est à 2 secondes. Donc il y a ce qu'on peut appeler, une mauvaise appellation, une résonance. Et donc ils vont subir des efforts beaucoup plus grands, des mouvements beaucoup plus grands, alors que les petits qui ont une période différente échappent au séisme. Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Comment justifiez-vous
l'élargissement des zones à risque en France? Alors voilà une bonne question. Effectivement, on peut être très étonné que du jour au lendemain, on nous dise Lyon devient sismique. Ou l'inverse. Par exemple, Nice, aujourd'hui, est à 2,5 m² d'accélération, et déjà depuis une quinzaine d'années, et aujourd'hui, elle bascule à 1,6. Quand on est sur le rocher, c'est 1,6. Donc on est descendu de 2,5 à 1,6. Et la Vendée, qui n'était pas du tout sismique, devient sismique. Alors pourquoi? Eh bien, le génie parasismique est une science qui évolue en fonction des apports qui sont d'une part apportés par l'observation des séismes et d'autre part par le fait que la philosophie de la sécurité a évolué depuis 30 ans. Si vous voulez, il y a deux types de philosophie de la sécurité. Il y a ce qu'on appelle les méthodes déterministes, c'est-à-dire vous allez chercher dans un environnement historique quel est l'élément le plus fort. En l'occurrence, pour la région PACA, c'est le séisme de Lambesc du 11 juin 1909. Et vous allez étendre ce niveau à toute la région, parce que vous ne savez pas faire autrement. On appelle ça une méthode déterministe. Donc c'est basé sur un fait historique réel. Et puis vous avez ce qu'on appelle des méthodes probabilistes ou semi-probabilistes. Et aujourd'hui, toute la science, on est toujours dans les probabilités. Et donc si vous faites cette analyse, les eurocodes, c'est-à-dire les codes européens, sont basés sur des notions probabilistes, eh bien on modifie cette situation. Pourquoi? Parce qu'on va tenir compte un peu de l'histoire, bien entendu, mais on va surtout tenir compte d'un paramètre dont on n'a pas tenu compte dans le cas déterministe, qui est l'occurrence des séismes. C'est-à-dire Lambesc, on sait qu'il s'est produit en juin 1909, mais est-ce qu'il s'est produit une fois depuis 10 000 ans? Est-ce qu'il s'est produit 5 fois, 3 fois? Je ne sais pas. Alors la méthode probabiliste donc, va intégrer la notion de récurrence, ce qui est beaucoup plus logique pour savoir si c'est tous les 3 siècles ou si c'est tous les 2000 ans qu'on va avoir un séisme. Je compléterai juste. C'est vrai que le séisme, par rapport aux autres actions, a une particularité, c'est qu'on ne connaît pas son intensité, on ne connaît pas sa direction, on ne connaît pas sa durée. En fait, donc on part forcément sur des bases probabilistes. Quelle est sa direction? Est-ce qu'elle va être inclinée, nord-sud, est-ouest? Ça va durer 30 secondes, 10 secondes, 40 secondes. Donc tout ça, ça ne peut être basé que par des lois probabilistes, en s'appuyant d'ailleurs sur des séismes existants. Alors que d'autres actions peuvent être déterminées plus facilement, comme le vent. On connaît le vent extrême, on peut l'appliquer sous forme d'une pression statique. Il y a une maîtrise quand même meilleure, bien qu'on se rend compte à travers les années que le vent extrême devient de plus en plus fort aussi. C'est également pour lequel il y a le similaire des révisions des cartes sismiques, vous avez également des révisions des cartes de vent. Je vais revenir à ce que vous avez exposé justement sur l'arrêté du 22 octobre 2010. Vous avez exposé donc selon les règles générales de l'application d'Eurocode 8 pour les zones 2, zones 3, 4. Et par contre, je voudrais que vous reveniez sur les règles facultatives. Vous êtes passé très vite là-dessus. Pour les zones 2, j'ai noté rapidement les règles PSI 89, et il y a peut-être d'autres dispositions. Comment s'intègre, quelles conditions appliquer ces règles facultatives, etc. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce transparence? Alors, si vous voulez, pour détailler un peu ce que vient de dire notre collègue, c'est aujourd'hui, nous avons un code européen, qui s'appelle Eurocode, dans tous les domaines. Et cet Eurocode est fait par des experts, des spécialistes, des professeurs, et disons qu'il n'est pas de lecture très digeste. Je ne vous recommande pas d'en faire votre livre de chevet tous les soirs, parce que vous allez faire des mauvais rêves. Donc, pour les petites constructions, par exemple, des ouvrages de type maison individuelle, ça peut être autre chose qu'une maison individuelle, c'est-à-dire limité à environ 3 étages maximum, 10 mètres de hauteur, et qui ont une catégorie qu'on appelle 2, c'est-à-dire qui ne concerne pas la sécurité. Ça ne peut pas être, par exemple, une gendarmerie. Bon. Donc, pour ce type de bâtiment, on sait par expérience que si on construit avec ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on appelle des chaînages, eh bien, le bâtiment se comporte très bien.
Donc pour éviter le coût d'études qui n'ont pas un grand intérêt, on a rédigé des règles très simplifiées qui sont constituées essentiellement de dessins qui sont destinés aux maçons, aux constructeurs, ou au pire, si on veut faire une petite caricature, si votre coiffeur veut le week-end construire sa propre maison, avec ses dessins, il pourra lui-même, s'il est castor comme on dit, avec des compagnons, construire sa maison. Donc il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de calcul, c'est des dessins de chaînage, de murs, de longueur de murs, etc. Ce qu'on appelle en simplifié PSMI, c'est-à-dire parasismique maison individuelle. On est en train de reprendre ce guide qui existe aujourd'hui, cette norme d'ailleurs. On a changé de nom, elle va s'appeler CPMI, construction parasismique maison individuelle, pour changer de nom, mais beaucoup plus détaillée, c'est-à-dire qu'avec un logiciel, on a déjà programmé un grand label de type de construction, et il y a des tableaux qui vont donner un peu ce qu'il y avait dans les PSMI d'une manière beaucoup plus abondante, avec beaucoup plus de détails. Et ça va permettre d'appliquer ces règles simplifiées à un champ beaucoup plus large, parce que le reproche qu'on a fait aux anciennes règles, règles actuelles, qui s'appellent PSMI encore, et elles sont citées dans l'arrêté du 22 octobre 2010, c'est que souvent elles ne s'appliquent pas, parce qu'évidemment pour faire des règles simples, il faut prendre aussi des hypothèses courantes, maisons simples. Alors si vous avez une maison d'un architecte qui a beaucoup d'imagination et qui vous fait des choses un peu tarabiscotées, ça ne rentre pas dedans. À ce moment-là, il faut vraiment un bureau d'études, un ingénieur calculer. Ça c'est en zone 2 et catégorie 2 du bâtiment. Alors, les PSMI, c'est pour les catégories 2 et catégorie 2, quel que soit le zonage, parce que le zonage, c'est-à-dire de métropole, c'est les PSMI, et pour ce qui concerne les Antilles, il y a un texte équivalent qui aujourd'hui s'appelle CPMI, construction parasite maison individuelle, qui est un peu plus détaillé pour les Antilles. C'est ce que vous aviez sur votre slide, présenté sur votre slide alors. Pardon? C'est ce que vous aviez présenté sur votre slide. Oui, c'est ce que slide. sur les slides, absolument. Ces règles. Absolument. D'accord. Tout le monde m'entend? Non, puisque c'est enregistré, je vais vous passer une fois. Merci. Vous avez parlé des Antilles, justement. Je voulais savoir si, dans le cas d'une maison à ossature bois, est-ce qu'elle est plus favorable qu'une maison à ossature béton, ou au contraire moins favorable? Alors c'est une bonne question parce que effectivement aujourd'hui il y a un créneau important pour le bois, que ce soit en métropole ou aux Antilles. Alors les constructions en bois, l'expérience a montré dans les séismes passés que relativement elles se comportaient bien. Le problème c'est pas le bois. Le bois lui-même n'est pas intéressant si vous voulez comme matière. Ce qui est intéressant c'est les jonctions, les liaisons. Les liaisons se font à base de broches, de clous, de boulons et comme j'ai appelé tout à l'heure, la liquidité, c'est-à-dire la dissipation d'énergie, va se faire dans ces liaisons. Donc, les règles simplifiées dont je viens de parler, s'appellent PSMI, CPMI, notamment pour les Antilles, on est en train de les rédiger aujourd'hui. Le chapitre bois n'est pas terminé, et vous allez avoir un chapitre bois pour les maisons individuelles aux Antilles, mais cette fois-ci avec les usages locaux. Ce qu'on a, si vous voulez, reproché à l'ancien texte, c'est qu'on ne trouvait pas les mêmes matériaux aux Antilles qu'en métropole. Donc en résumé, oui, les maisons en bois peuvent être d'excellente qualité et être très peu vulnérables au séisme si on réussit bien les liaisons, les jonctions. En fait, plus le bâtiment est lourd, plus il va être sensible au séisme. Parce que l'agression sismique est proportionnelle à sa masse. Donc une construction métallique ou un ouvrage en béton sur le même site ne va pas se comporter de la même manière. Et forcément, une construction de cette bois est a priori légère, et donc sa masse globale n'a rien à voir avec une masse en béton armé. Le béton armé est très sensible aux agressions sismiques. C'est une question pratique. Je connais bien une région juste à côté de la frontière italienne
qui étaient déjà soumises à des prescriptions parasismiques, mais qui étaient très faibles, c'est-à-dire, je crois que ça se résumait essentiellement à dire que les planchers à poutrelles ourdies, il fallait mettre des poutrelles béton qui permettent l'accrochage des poutrelles et de la dalle qui allait les recouvrir. Ça existe depuis, je ne saurais pas dire, mais peut-être 15 ou 20 ans. Or, dans ces régions-là, j'ai jamais vu un seul marchand de matériaux qui fournisse ces poutrelles. Donc, est-ce que, par exemple, dans le nouvel arrêté, est-ce qu'on ne s'est pas contenté de donner des prescriptions pour les gens qui construisent, qu'ils soient maçons, qu'ils soient ceci, mais il faudrait aussi des prescriptions pour le négoce des matériaux, pour qu'on trouve les matériaux appropriés. Alors tout à fait, vous avez tout à fait raison. En particulier, encore l'exemple plus aigu que ce que vous dites, c'est pour la qualité des aciers. Si vous voulez, en gros, les aciers, bon, il y a des aciers, bon, l'acier lourd, on n'en fait plus aujourd'hui, mais dans les aciers nervurés, qui sont torsadés, il y a des aciers qui ont des allongements à rupture plus ou moins grands. Et comme je l'ai déjà dit, je le redis, on a besoin pour le séisme de pouvoir accompagner les déformations. Donc d'être utile, c'est-à-dire de pouvoir s'allonger, il faut que l'acier puisse s'allonger énormément avant de rompre. Si vous prenez, mettons, de l'acier alphène, par exemple, qui a une résistance beaucoup plus élevée que l'acier courant, lui, par contre, il s'allonge très peu. Donc, il peut supporter en statique une force plus grande, mais par contre, il ne peut pas beaucoup s'allonger. Donc, pour le séisme, il n'est pas intéressant. Nous, on préfère des aciers qui, peut-être, sont moins résistants en termes de force, mais qui peuvent s'allonger. Et pour trouver ces aciers qu'on appelle catégorie B, pour les aciers qui ont 5% d'allongement à rupture, et A pour ceux qui en ont 2,5, bien jusqu'à, je vais dire, 1 an, on n'en trouvait presque pas en France, en métropole. Alors que nos voisins italiens, depuis très longtemps, ont compris cela et ont modifié leur usine de fabrication dans les aciéries pour faire des aciers de classe B. Donc, vous avez tout à fait raison, il faut aussi que les marchands, les fabricants, se mettent un peu aux normes et suivent un peu le marché. Et on a beaucoup de difficultés. Je vous donne un autre exemple pour les maisons individuelles. Souvent en métropole, du moins, elles sont faites avec des parpaings. Alors ces parpaings, lorsqu'on arrive dans les angles, vous l'avez vu tout à l'heure sur les images, il faut mettre ce qu'on appelle un chaînage. Donc il faut rentrer dans un trou qui fait, le parpaing fait 20 en général, donc le trou fait en 15. Donc dans un cercle de 15 cm, il faut rentrer 4 barres. Et les barres ne font pas la hauteur de ce bâtiment, elles font, mettons, 6 mètres de longueur. Donc il y a ce qu'on appelle des recouvrements, c'est-à-dire deux aciers qui se recouvrent sur, mettons, 40 cm. Donc à un moment donné, vous avez 8 barres qui doivent se mettre dans un trou de 15 cm. Donc pour que le béton puisse rentrer dans ce qui reste comme volume, il ne faut pas mettre des cailloux qui font 35 mm, parce que là, il va y avoir du vide. Donc on a demandé que les fabricants de matériaux puissent nous donner des agrégats de 10-15 mm. Eh bien, j'ai encore eu il y a quelques mois une réunion où le gars m'a dit mais monsieur, ça n'existe pas, ça n'existe pas, on n'en trouve pas. Comment ça n'existe pas? Vous n'avez qu'à le commander. Ah non, ça n'existe pas. C'est-à-dire que malheureusement, dans les réunions techniques où on rédige nous les normes, il y a beaucoup de personnes qui viennent défendre leur fonds de commerce, malheureusement. Alors on est obligé de lutter contre, de perdre beaucoup de temps, de salive pour les convaincre. Mais petit à petit, on y arrive. Aux États-Unis, il y a, paraît-il, énormément de maisons individuelles qui sont construites en bois. Est-ce que vous avez, dans ce pays, pu faire une statistique des effets de séisme? La tenue du bois par rapport à la tenue de